Non! Absolument pas! Ne faites pas ça! Pas vraiment avantageux, là. Faut que tu le remplaces au complet. Oui! Un Mac était mieux pour les... Vous n'avez pas à vous inquiéter. Mon cadeau pour vous cette année est d'enfin répondre aux nombreuses questions que vous m'envoyez. J'ai demandé sur Instagram quels sont les mythes, incertitudes et questionnements techno que vous avez. Et j'ai reçu une tonne de questions qui touchent à tout. Passons enfin au travers ensemble dans cette série puisque tout ne rentrera pas dans une seule vidéo. Ceci est la deuxième, avec la première juste ici, sur cette chaîne. C'est parti! Plus c'est cher, mieux c'est. Je vais dire non à ça et vous allez comprendre pourquoi. Disons que quelqu'un compare deux tablettes, une à 100$ et une à 600$. Est-ce que la tablette de 600$ est meilleure? Oui, absolument et définitivement. Au niveau technique, l'écran sera de meilleure qualité, le processeur sera plus rapide pour plus de fluidité, la construction sera plus premium et solide, bref, ce sera une meilleure tablette, plus plaisante à utiliser pour plus longtemps. Mais si je vous dis que c'est pour un enfant, on vient de virer ça un peu à l'envers. L'enfant en a rien à chier de l'écran de meilleure qualité et s'il brise la tablette, 100$ fait beaucoup moins mal que 600$ pour le parent. Adieu notre supposée formule universelle de plus c'est cher, mieux c'est. Là, si on élimine l'enfant du scénario, là, genre pas de le lancer dans un volcan ou quelque chose, et on le remplace par une personne moyenne, alors oui, fort probablement que la tablette de 600$ sera un meilleur achat si on a les moyens. Quelqu'un qui cherche une tablette pour aller sur Internet, jouer à des jeux et dessiner sera très content d'avoir payé plus avec la tablette de 600$. Mais après ça, est-ce que la tablette de 1200$ est meilleure? Bof. Tu vas payer le double du prix pour avoir une tablette quasi identique qui sera 2 fois plus vite. Donc ton app va ouvrir en 1 seconde à la place de 2 secondes. Pas vraiment avantageux. Et là, si la tablette a moins d'autonomie et est plus gros et lourd à cause de toute cette performance de plus, mais là tu paies pour quelque chose de meilleur qui te désavantage dans ton utilisation quotidienne. Un autre exemple, une caméra de 500$, magnifique pour tout le monde. Caméra de 5000$, pratique pour le 5% qui ont besoin de plus et de toutes ces fonctionnalités qu'elle apporte. Caméra de 20 000$, pratique pour le 2% qui vont avoir une grosse équipe derrière pour l'opérer. Mais chacun de ces groupes-là n'ont pas besoin de la meilleure caméra du prochain niveau. Raymond à Cuba, qui veut filmer sa belle Sylvie avec une pina colada, va préférer sa GoPro waterproof automatique avec un petit piton rouge, pas mal plus que la Red Dragon, qui coûte plus cher que sa Honda Civic et prendra 5 minutes à déballer, assembler et configurer pour commencer à filmer. Donc plus cher, c'est pas mieux, mais payer plus dans sa catégorie de produits peut l'être. En bref, voilà la courbe à garder en tête. Ça devient avantageux de payer plus dans sa gamme ou catégorie d'appareils jusqu'à un certain plafond. Ou après, ça devient désavantageux même, soit avoir quelque chose qui sera moins efficace pour ses besoins, qui est plus spécifique, ou qui sera juste du luxe inutile. 600$ de plus pour ouvrir en 1 seconde à la place de toutes les applications, ou la moitié de ce montant-là dans une nouvelle paire d'écouteurs. Hein? Et encore là, c'est généreux comme règle. Dans un test annuel à l'aveugle avec plus de 21 millions de votes pour déterminer quel appareil prenait les plus belles photos, le Google Pixel 6a à 500$ a classé plus haut que le iPhone 14 Pro Max à 1500$. 3 fois le prix, et prend des moins bonnes photos, a moins de fonctions et fait même pas 2 choses en même temps. Si vous voulez voir les résultats du test de l'année passée, fantastique vidéo juste ici. Le prix n'est pas directement représentatif de qualité et d'en avoir plus pour son argent. Ça fait une bonne transition vers Mac, c'est mieux pour les créatifs. C'est assez clair sur cette chaîne que je ne suis pas un fan d'Apple et la raison à ça est qu'historiquement, oui, un Mac était mieux pour les créatifs. Mais qu'aujourd'hui, fuck all. Et c'est ça qui est frustrant et c'est ça qui me fait chier. Apple avait l'avantage avant d'avoir des ordinateurs qui étaient plus chers que la moyenne, oui, mais considérés presque abordables vis-à-vis d'un appareil compétiteur du même prix. Donc, imagine tu veux te commander des ordis pour ton cabinet créatif. Et t'as le choix entre la boîte beige avec un gros écran LED ou le Mac super beau et bien designé avec une fantastique performance, super stable versus le PC d'antan et a même des logiciels professionnels comme Final Cut Studio ou Motion seulement disponibles pour Mac. Ben, le choix était assez simple. Ces deux ordinateurs-là sont de la même époque. Et ces deux laptops-là sont de la même époque. T'es un designer. Lequel tu penses que tu vas choisir? Même moi, j'étais sur Mac avant. Alors aujourd'hui, c'est quoi qui s'est passé? Ben de base, Steve Jobs, le dictateur innovateur féroce derrière Apple, est mort et la compagnie s'est mise à viser le profit et non l'innovation.
Apple a passé à créer du matériel et logiciels fantastiques pour les professionnels et maintenant vise les pros qui cherchent à avoir l'air cool en travaillant au Starbucks ou dans leur coin bureau beige, plus qu'à être efficace avec les meilleurs outils pour le prix. Final Cut Studio s'est fait remplacer par Final Cut Pro, une version vraiment moins complète et flexible. Leur iPhone Pro offre aucun contrôle manuel ou option de rouler plusieurs applications en même temps. Leur MacBook Pro ont une performance absolument incroyable. Mais pour un créatif, offre ni du touch ni un crayon comme la compétition, où ils veulent à la place que tu donnes plus de cash. Pour aussi acheter un iPad Pro qui roule presque aucun logiciel professionnel, versus un Microsoft Surface réellement pro, du même prix, qui peut remplacer les deux. J'ai une vidéo là-dessus, si jamais. Leurs ordinateurs de bureau sont un fiasco. Le Mac Studio de 5 000 $ se fait détruire niveau performance par un PC de moitié de prix. Et le Mac Pro, c'est littéralement la même performance, mais vendu 4 000 $ plus cher pour avoir l'honneur de brancher des cartes dedans. Sauf une carte graphique, ce que les vrais professionnels ont réellement besoin. Et les deux, en passant, peuvent pas être mis à jour avec le temps comme n'importe quel PC professionnel. Faut que tu le remplaces au complet. Pro. Donc pro veut plus dire professionnel chez Apple, ça veut juste dire plus cher et un petit peu plus cool, surtout que la compétition a rattrapé et font plus des briques beige lettres comme avant. C'est juste plus cher pour moins. Et votre influenceur moyen utilise ça parce qu'ils s'en crissent de flamber de l'argent, ils doivent paraître cool. C'est correct pour faire une sorte de tâche créative, mais c'est con de payer plus pour faire une chose bien, quand tu peux payer moins pour faire vraiment plus. Très bien. Je pourrais littéralement pas faire tout ce que je fais sur un Mac et ou un iPad Pro et je challenge n'importe qui de faire autant que moi sur leur appareil fruité plus cher. C'est physiquement impossible. Alors non, de nos jours, c'est même moins bon pour les créatifs. Voilà un poème. Ne soyez pas limité dans votre créativité. Soyez libre de faire tout ce dont vous imaginez. Grâce à un PC, tout comme Jay. Les accessoires magnétiques et aimants peuvent endommager nos téléphones. Non, pas vraiment. Sinon, tous les accessoires magnétiques qui existent causeraient pas mal de problèmes. Ça prendrait un aimant vraiment puissant, comme un au néodymium, collé à une pièce vraiment sensible, comme un disque dur mécanique traditionnel. Mais dans le cas d'un téléphone qui a rien de tout ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Le pire qu'un gros champ magnétique peut faire, c'est affecter la performance de la boussole interne. Mais ça en prendrait un pas mal plus gros que les aimants qui servent à tenir votre chargeur sans fil ou votre téléphone dans votre auto. Vos aimants à frigo sont autant efficaces à faire mal à votre téléphone qu'un iPad Pro l'est pour faire quelque chose de réellement pro, c'est-à-dire aucunement efficace. Ce qui est efficace par exemple, c'est le bouton pour s'abonner, surtout la petite cloche à côté qui va vous informer quand je fais une nouvelle vidéo. C'est très efficace ça! J'ai mentionné brièvement un disque dur mécanique. Il ne faut pas déplacer une tour d'ordinateur en marche. Si l'ordinateur est plus vieux et ou contient un disque dur mécanique traditionnel, c'est mieux pas. Sinon, c'est pas un problème. De nos jours, notre stockage est considéré solide et non mécanique. Imaginez une carte SD, c'est du stockage, mais il n'y a rien qui bouge comparé à un disque dur mécanique traditionnel qui a des plateaux, qui fait des milliers de tours par minute avec une petite aiguille hyper minutieuse qui lit et écrit des données magnétiquement. Les disques durs mécaniques pour laptop sont conçus pour gérer un certain niveau de mouvement, mais ceux pour ordinateur de bureau, pas vraiment. Si tu le déplaces doucement, il n'y en aura pas de problème, mais rendu là, ferme l'ordi. Et en passant, si ton ordi en ce moment contient encore un disque dur, probablement qui est vieux, et que l'aération est remplie de poussière que tu n'as jamais nettoyée, qui est en train de l'étouffer. Pauvre ordi! Il veut juste respirer, j'ai dit l'empêche! Ok, parlons batterie. J'en ai jasé un peu dans la partie 1 à la fin sur la question des mises à jour. Mais là, je veux qu'on parle, parce qu'il y a de l'air d'avoir une tonne de confusion sur le sujet. Okay? On va commencer avec les deux plus grandes. Toujours vider la batterie avant de la charger à nouveau. Non! Absolument pas! Ne faites pas ça! Si vous pouvez charger votre appareil pendant qu'il reste 30% et plus de batterie, c'est fantastique. Si vous devez charger votre appareil parce qu'il reste 0% dedans, on s'inquiète pas, c'est correct et on la charge. Mais si vous déchargez volontairement votre appareil jusqu'à 0% avant de le charger, on arrête ça immédiatement. Pauvre batterie! Là, avant de donner plus d'explications, on va inclure l'autre. Toujours charger la batterie à 100%. Mais préférablement non. Ces deux questionnements-là viennent d'où? Ça vient d'un désir de prolonger la vie de nos appareils qui ont des batteries qui sont malheureusement difficilement remplaçables.
Mais à vous lire, il y a définitivement des choses contre-intuitives qui se passent. OK, les batteries dans le passé, ceux à acide, avaient une sorte de mémoire. Donc oui, eux préféraient se faire décharger et charger au complet pour un meilleur fonctionnement. C'est comme de penser que les Macs sont mieux pour les créatifs. Cette pensée-là vient d'un fond de vérité qui s'est fait répéter jusqu'à aujourd'hui, où c'est plus vraiment valide, parce que la pile dans votre appareil n'a plus ce concept de mémoire. Aujourd'hui, on utilise des batteries au lithium dans à peu près toute gugus électronique moderne. Et eux préfèrent être à un niveau de charge entre 30 et 80 et n'aiment pas les cycles de décharge et recharge complètes qui vont la faire dégrader petit peu par petit peu. Je ne veux pas rentrer dans les termes et explications trop techniques, mais on va dire ça comme ça. Avoir votre batterie chargée en haut de 80 use votre batterie un peu plus que normal. Et avoir votre batterie déchargée en bas de 30 surtout proche de zéro, use votre batterie beaucoup plus que normal. Faut pas virer fou avec ça, c'est pas catastrophique et bye-bye un mois d'autonomie d'avoir atteint 0%. Et en même temps, si c'est récurrent parce que vous utilisez votre appareil autant, ben c'est ça. Ça va juste user plus vite et perdre sa capacité totale plus rapidement dans le temps. Mais c'est ça votre usage. De l'autre côté, de plus en plus d'appareils offrent l'option de charger jusqu'à un maximum de 80% pour prolonger la vie et efficacité de la batterie. Et ça va plus loin que votre téléphone. Mon auto électrique, une Volvo, offre l'option et recommande de l'activer. Mais c'est mieux de dépasser le 80% de charge si on peut éviter le 30% et moins de décharge. On va prendre un petit break pour toute l'information. Ne vous inquiétez pas, le résumé va être clair et simple. Ce petit break est même un moment absolument fantastique pour laisser un petit like à cette vidéo. Soit comme ça. Alors, les grandes lignes pour ces deux-là, c'est quoi? Utilisez votre appareil normalement. Évitez, si vous pouvez, de décharger jusqu'au 30% et moins. Si vous êtes capable de faire ça en chargeant jusqu'à 80% seulement, encore mieux. Et allez voir dans vos paramètres si vous avez l'option. Sinon, en haut de 80%, moins pire qu'en bas de 30%. Alors, chargez-le au complet. Sinon, on ne s'inquiète pas avec ça et on ne fait pas de maudit cycle de 0 à 100% pas nécessaire. Faire des micro-charges de panique de 10% pour éviter d'être en bas de 30%, c'est pas mieux non plus. Et oubliez pas que vous pouvez l'échapper dans 2 jours. Et tout le sacrifice et inquiétude pour prolonger la vie de la batterie aura servi à fuck all. Et vous n'aurez pas profité de votre appareil, vous ne l'aurez pas utilisé de la façon que vous voulez. Là, c'est bien parce que ça va aller vite pour les 3 derniers. Charger son appareil toute la nuit use la batterie. En quelque sorte, oui. Si vous avez mis la limite à 80%, ça le sera beaucoup moins. Sinon, les téléphones de nos jours, par exemple, essaient de charger les derniers 20% environ synchro avec quand vous vous réveillez pour pas maintenir ça plus longtemps pour rien s'ils peuvent l'éviter. Pour ça que je vous dis de ne pas vous inquiéter avec ça, ça se gère quand même bien tout seul, autant que possible de nos jours. C'est mal de garder son téléphone branché. Non, je veux pas que vous voyez ça de cette façon-là. Si t'es pour jouer sur ta tablette pendant 3 heures, où tu vas utiliser 40% de charge, ben c'est 40% d'un cycle de charge sur la durée de vie de ta batterie que t'évites en l'ayant utilisé branché. Les appareils modernes avec un bon bloc de charge sont capables, une fois que la batterie est à 100%, d'arrêter de la charger et de contourner la batterie pour alimenter l'appareil directement avec la charge. Gardez vos appareils branchés pendant vos road trips et vos longs moments de veg de fin de soirée sur le sofa, on ne s'inquiète pas. Charger sans fil est moins bon pour la batterie. C'est malheureusement vrai. Désolé. Un des ennemis des batteries au lithium, c'est la chaleur. Et un chargeur sans fil est une forme plus inefficace de transfert d'énergie parce que c'est fait par induction, qui produit de la chaleur, donc ça use votre batterie plus rapidement qu'avec un fil. C'est littéralement le premier principe de la thermodynamique. Mais on retombe dans le faut pas virer fou. Moi-même, je charge mon téléphone avec un chargeur sans fil chaque soir, plus pratique que de chercher le maudit fil dans l'obscurité. Et je change de téléphone aux 6 mois, donc... J'ai dû couper des questions et finir ça sur la batterie, sinon ça allait être interminable comme vidéo. Si vous n'avez pas vu la première, allez voir ça. Si jamais vous en voulez plus de vidéos comme ça, ben dites-le moi dans les commentaires en bas et je regarderai pour en faire une 3e. Peut-être même de prendre plus de questions sur Instagram, qui est une fantastique place où me suivre, si ce n'est pas déjà le cas. Assurez-vous d'être abonné à cette chaîne. Bonus pour la petite cloche pour ne pas manquer de vidéos, surtout que j'ai une collaboration très spéciale et hautement inattendue qui s'en vient dans les prochaines semaines. Soyez beaux, soyez coquins, et je vous aime.